Georges Corne, dans le sillage de la Renaissance, inventait une dynamique propre d'intégration nationale. Le courage d'engager sa vie personnelle, même contre son camp, et en dépit de ses intérêts propres, en vue de construire une dynamique collective nationale propre, telle m'est apparue peu à peu la figure de Georges Corne, rencontré déjà à la fin des années 60, mais figure cachée sous un bouclier de timidité et de gentillesse. Dans cette courte intervention, je ne ferai que m'arrêter à certaines prises de position en même temps existentielles et intellectuelles qui témoignent de cette attitude de fond. Une phrase mise en exergue d'un chapitre de son ouvrage Le Proche-Orient éclaté, si je ne me trompe pas, m'a sauté aux yeux comme l'un des ressorts de sa dynamique personnelle. Cette phrase dit « Depuis la campagne d'Égypte de Bonaparte, l'Europe entre et sort au Proche-Orient comme dans un moulin. » Constat plutôt banal, qui se vérifie malheureusement chaque jour davantage et qui de nos jours crève les yeux, tellement tangible dans la chair des Palestiniens et des Libanais, pour ne parler que d'eux. Ce qui est beaucoup moins banal, c'est d'enterrer la leçon pour l'action collective et surtout de la traduire dans son parcours personnel, ce que j'ai mis du temps à saisir. En effet, c'est à plus de 20 ans qu'il décide, en adulte, d'apprendre l'arabe littéraire que son milieu familial, social et éducatif ne pouvait lui assurer. Signe éclatant d'une volonté de s'enraciner dans son identité culturelle, j'insiste, et d'y enraciner également son activité à venir. Il lui fallait se placer dans une dynamique propre au prix d'une certaine rupture qui ne soit nullement d'isolement, mais de complétude. Il fallait savoir aussi jouer contre son propre camp afin de sauver l'essentiel. Et en l'occurrence, trahir en quelque sorte une certaine tradition familiale qui avait cédé, comme dans beaucoup d'autres familles, et souvent par la nécessité, au miroitement d'une vie plus accomplie, tout en restant attaché aux valeurs du milieu. Cette famille, où dominait la branche maternelle de paysans palestiniens, devait accéder au même titre que la famille Pharaon et d'autres, à des fortunes et des positions sociales conséquentes qui l'ont amené loin dans le cercle des pouvoirs du moment et même dans la complicité avec la politique des dominants occidentaux. N'oublions pas que depuis les échelles du Levant au moins, la population du Proche-Orient a souvent cédé à cette forte tentation. En renonçant à cet héritage, somme toute récent, il s'insurgeait en même temps contre une forte tradition orientaliste qui imprégnait, a-t-elle jamais vraiment changé, qui imprégnait la culture française sans pour autant rejeter un autre Occident qu'il avait doté de certaines valeurs universelles et de grandes compétences dans les domaines juridiques, économiques et cognitifs, et celui-ci continuait de représenter une source vive de références humanistes, mais non exclusives. Aussi, en clôturant son moulin, l'Occident qui entre dans un moulin, en clôturant son moulin face aux puissants intrus, Georges Corne traçait sa voie royale qu'il a parfois amené à affronter ces intrus par leurs clients locaux interposés, excédés d'avoir été un peu contenus dans leur passion de posséder. Faut-il rappeler ici son action dans le cadre du gouvernement Salim el-Hos et ce qui s'en est suivi en termes de restrictions à ses activités professionnelles,
au moment de l'arrivée au pouvoir des Hariri avec leur clientèle dont hérite encore l'État libanais aujourd'hui. Faut-il rappeler aussi que c'est dans une langue occidentale qu'il rédigera ses principales œuvres, mais en harmonie avec une autre dimension de cet Occident faite de fraternité et de solidarité, toujours vivante, même si elle semble ployée sous la tempête d'un libéralisme sauvage maintenant à son zénith. Georges Colm a dans les faits réalisé ce qu'un Édouard Saïd, cité tout à l'heure, aurait aimé faire, n'était-ce la différence d'âge et de situation. Cet acte fondateur de s'enraciner dans une identité culturelle propre, susceptible de créer les conditions pour contribuer à la refondation d'une dynamique collective spécifique, n'a cessé de se déployer tout au long de sa carrière, parfaitement engagée. Donc, faute de temps, je mettrai en lumière deux aspects de nature différente. D'une part, les positions courageuses, dont les élites n'étaient pas très coutumières, les élites arabes. En 1992, alors que les pouvoirs dans le monde arabe, à l'unanimité, se liguaient avec l'Occident contre l'Irak, il acceptait de participer au colloque que nous avons, c'est-à-dire l'Association arabe des droits de l'homme en France, que nous avons organisé à l'UNESCO pour lever l'embargo, pour essayer de lever l'embargo sur le peuple irakien, injustement puni à titre collectif et pour des fins non déclarées. Par ailleurs, depuis les années 80, alors que les élites évitaient de s'attaquer à toute puissance de la politique saoudienne, il osait démasquer la convergence de fait entre politique saoudienne et politique israélienne. J'aimerais terminer en traitant rapidement ce second aspect signalé plus haut. Créer une dynamique collective propre ne peut provenir d'une recette déjà apprêtée dans un autre milieu. C'est ce que l'expérience de Georges. Cela exige au contraire une analyse rigoureuse et exhaustive d'une situation historique particulière, voire peut-être singulière. Une anecdote pour éclairer les faits. En 1984, après l'invasion de Beyrouth par l'armée israélienne et les massacres de Sabra et Shatila, je sollicitais sa participation en tant que parrain, en compagnie d'autres personnalités arabes et françaises, dont Paul Ricoeur, à titre d'exemple, à une association destinée à pousser les institutions, cette fois-ci religieuses, en France, à s'engager pour une paix juste au Proche-Orient. Réponse immédiate de Georges, presque cinglante, non, ce n'est pas dans ma perspective. Étonnement de ma part, je n'arrive pas à saisir ce qu'il veut dire. Mais il ajoute aussitôt, je ne suis pas chrétien, je suis maronite. Paradoxe. Était-ce un subterfuge boiteux? J'ai mis du temps à le comprendre. En approfondissant sa réflexion sur la nécessaire laïcisation du régime politique libanais et de la société arabe en général, j'ai compris l'aporie, la situation paradoxale que nous avons intégrée en procédant par une démarche communautaire. Georges Colm était en fait soucieux d'envisager d'une façon rigoureuse la problématique de l'intégration des communautés dans une communauté nationale libanaise qui a forcément ses conditions propres. Aussi n'était-il pas favorable à l'adoption telle quelle d'aucune recette adoptée ailleurs, ni la laïcité à la française, pourtant considérée par beaucoup à l'époque comme le panacée, car né dans une société dominée très majoritairement par une seule communauté catholique, donc non multicommunautaire.
ni la solution marxiste, fondée sur l'occultation des problèmes réels, puisque le prolétariat, supposé être uniformément athée et anationaliste, ni la solution floue proposée par certains partis tenant d'un nationalisme arabe ou syrien, le PPS. Il fallait inventer une voie nouvelle qui ne soit pas de lamination d'identité historique forte, ou de simple cohabitation, telle offerte par les empires historiques, l'Empire ottoman à titre d'exemple, ou autrefois par les puissances coloniales. En attendant, George Comte s'attelait à un travail d'analyse et d'éveil, travail qu'il a poursuivi jusqu'à ses derniers jours pratiquement. Merci.